C'est 24 quoi. Il va donner une explication. Oh non. C'est un mot que je suis là. On les écrase. Oh, les écrase. On est sur un point E qui s'appelle les 4 vents. Déjà, parce que vous sentez qu'ici, c'est balayé. Ça, c'est le lieu dit. Maintenant, vous êtes sur la colline du Léaumont. La colline du Léaumont, on va en parler beaucoup. Qui va en parler? Eh bien, vous avez 4 personnes devant vous. Il y a Jean-Luc, Jean-Paul, Jean-Claude, ein Soldat, Deutsch Soldat. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est un passage rapide et nous allons aller sur un sentier qui va nous amener jusqu'au musée, espace muséal de Frascati. Et les explications qui vont vous être données ici vont l'être par Jean-Paul en particulier. Et juste un petit mot pour moi, pour vous présenter le terrain sur lequel nous sommes. Je dis bien juste l'emplacement et Jean-Paul va vous parler des troupes qui se trouvaient ici au début du premier conflit mondial en août 1914. Vous êtes donc sur un point haut. Vous voyez qu'il y a une vue superbe. Si on regarde bien devant soi, on voit même Saint-Nicolas-de-Port et puis il y a un édifice religieux très important. On voit les tours là-bas. Et puis on regarde encore plus loin, on s'aperçoit que on peut voir presque jusqu'à la colline de Sion, parce qu'aujourd'hui le temps n'est pas très très clair là-bas au fond. Mais qu'est-ce qu'on veut vous montrer surtout? Eh bien c'est ce terrain-là. Ce terrain qui est le champ de bataille. Vous pouvez vous approcher un peu, vous reprendrez vos groupes tout à l'heure, et regardez les trous qu'il y a dans le sol, les trous d'obus. Eh bien ces trous, il y a 100 ans qu'ils sont là. Vous voyez toutes ces petites cuvettes qu'on voit partout là, tout ça ce sont des trous d'obus qui ont été tirés ici sur les hommes qui se battaient. C'est un lieu très important, on en reparlera pendant toute la matinée. Et pour vous dire où se trouvaient les troupes qui étaient ici dans un combat au début de 1914, de la guerre de 14 en août, eh bien je demande à Jean-Paul de prendre le relais. Alors sur cette ferme existait, sur cette colline existait une ferme qu'on appelait la ferme de Léaumont, qui était à l'emplacement de l'antenne là-bas à peu près. On passera à côté tout à l'heure. Cette ferme a été bâtie vers l'an 1000. C'était un prieuré au départ. Elle a été transformée en ferme vers 1753. L'église est devenue engrangement, tous les bâtiments ont été transformés en bâtiments de ferme. Vous avez un petit village. C'est le village de Beuclémont. Un peu plus à droite, vous avez une autre colline. C'est sur cette colline qu'ont été tués les 3 premiers soldats américains le 3 novembre 1917. Voilà. Le devoir de mémoire nous demande de vous apprendre un peu le passé, la guerre de 14-18, 39-45. Je pense que ça devrait vous intéresser un peu plus que ça. Il y a les arbres, à peu près depuis l'antenne, volet, jusqu'à peu près par ici.
C'était la ferme du Léaumont. C'est une grande ferme qui a servi donc de prieuré au départ, qui a servi après de ferme et qui a servi aussi beaucoup d'abris en 1914. Alors, beaucoup de soldats français étaient à l'intérieur, dans les caves, les soldats allemands attaquant généralement par là-bas. Voilà. En bas, là, vous allez trouver des croix françaises et allemandes. Il y a eu beaucoup de soldats qui ont été enterrés sur place, après les combats. Ils ont été relevés par après. Voilà. Commencez à lire. Vas-y. Il a été sauvé à la Marne, c'est parce que Castelnau avait vaincu à Roselior. Roselior. Maurice Barrès. Ok. Donc, ça veut dire que Castelnau, qui était le commandant de la 2e armée française, je vous expliquerai ça tout à l'heure, a réussi à bloquer les Allemands qui voulaient passer par Roselior, par la Trouée de Charmes, et arriver après sur les arrières des armées françaises qui étaient sur la Marne. Et si les Allemands avaient réussi, eh ben, il y aurait peut-être eu une bataille de la Marne, mais pas à l'avantage des Français. Tout le long du chemin, vous avez des figurines comme celle-ci. Alors celle-ci représente une dame avec une brouette. Alors, elle symbolise Mademoiselle Vibrotte. Mademoiselle Vibrotte était une institutrice qui était à Badonvillers avant la guerre. Quand les Allemands sont rentrés à Badonvillers, elle est venue à Lunéville. Et après les combats d'août 14 dans le secteur, donc entre Frascati là-bas, où il y a le bois, et le Léaumont aussi, après les combats, elle a commencé avec ses élèves à ramasser tous les corps de soldats morts et à les enterrer. Avec ses élèves. Avec ses élèves. Donc c'est elle qui a acheté la nécropole, la ferme de Mouton Noir, où il y a la nécropole. Et elle a commencé à faire ce qu'on appelle aujourd'hui la nécropole du Mouton Noir, de Frascati. Voilà. Après, c'est l'armée qui a repris la suite. Cette figurine représente l'éclatement d'un obus. Alors vous avez l'obus qui arrive au sol, il explose, c'est toutes les flammes, là, tous les éclats qui volent partout. Alors il y a deux sortes d'obus, enfin principalement. Au début de la guerre, il y avait eu les explosifs, obus explosifs. Dès qu'ils arrivaient au sol, boum, ils sautaient, ça faisait ça. Il y avait également les obus fusants, on en verra au musée. C'est des obus qui éclataient à 20-30 mètres de haut, mais il n'y avait que le bout qui partait. Et tout l'intérieur, c'était des billes de plomb ou d'acier, suivant les nationalités. Et toutes ces billes étaient projetées sur les troupes qui étaient en dessous. Alors pour ceux qui connaissent les armes de chasse, imaginez-vous un fusil à canon scié que vous chargez à la chevrotine. La chevrotine, c'est des gros plombs. Si vous tirez dans une cible, par exemple, ça vous donne ce que ça donnait un obus fusant. C'est-à-dire ça arrose vraiment sur plusieurs mètres de large, plusieurs dizaines de mètres de long. Ça arrose tous ceux qui sont en dessous. Alors, si un jour, parce qu'il y a des trucs comme ça existe toujours, on en trouve toujours. Alors si un jour vous en trouvez, pas touche. Une question? Oui. Mais s'il y avait des gens Qui habitaient à côté? Oui, aux alentours. Ben oui, dans les lieux de combat. Oui, ils faisaient comment? Alors par exemple, le village de Deville, là, qui était moitié allemand, moitié français. Les hommes étaient bien sûr partis, tous les hommes d'âge porté en armes, 18, 40, 50 ans, étaient partis. Il restait donc les petits jeunes, il restait les vieillards, il restait les femmes. Donc, quand les combats arrivaient, tout le monde se réfugiait dans les caves. Généralement. À Deville, ce qui est arrivé, c'est que les Allemands ont obligé les femmes et les enfants à se rassembler dans l'église. Comme ça, ils fermaient la porte, tout le monde était enfermé, ils ne pouvaient pas communiquer, faire des signaux aux Français qui étaient pas bombardés par les Français, qui ne savaient pas que les civils étaient dedans, et il y a eu des morts. Mes grands-parents, ils habitent à Lunéville et ma mamie chez elle, elle
Une douille d'obus. Hein, c'est-à-dire la partie là, quoi. Hein, pour les... La douille d'obus, il y a un petit truc comme ça. Oui? Mais vous avez parlé de chlore, mais c'est pas ce qu'il y a dans les piscines. Si, mais dans les piscines, c'est un tout petit peu de chlore quand même. Pour tuer les microbes, c'est ça, les bactéries. Mais là, c'était du chlore à haute dose. C'est-à-dire que c'était un obus, par exemple comme ça, et rempli de chlore. Alors comme ils en envoyaient beaucoup, ça faisait une grosse nappe de chlore. Et le chlore, quand tu la respires, ça te brûle déjà tous les poumons. Ça te brûle la gorge, les poumons. Et puis, tu meurs, quoi. Alors, on a donc fait une croix avec 7 noms en dessous, que c'était ce qu'on appelait une fosse commune. Il y avait tellement de morts qu'on ne creusait pas une tombe chacun, on faisait un grand trou et on les mettait dedans. Alors, quand on savait qui était dedans, c'était bien. Et quand on les a relevés plusieurs années après, ben on ne savait plus qui était qui. Alors c'est-à-dire qu'on connaissait les noms, mais on ne pouvait plus mettre un nom sur le corps. Donc là, si on creuse, on trouvera plusieurs corps. Non, il n'y en a plus là, ils ont été relevés. Les gars, ça a tiré. Il est pas super protégé. Là, tu fais pas. Ah, il y a des crabes dedans. Attends, bonjour. Paf. Bien. Vous avez la réplique d'un canon de 75 français. Il y a une gaffe, restez prêts. Le 75 français, c'était une merveille au niveau militaire. C'est un canon qui pouvait tirer jusqu'à 20 coups minutes sans bouger de place. Si vous regardez des films de 14-18, vous voyez les canons quand ils tirent, ils reculent de plusieurs mètres. Le canon de 75, il ne bougeait pas. Il n'y avait que le canon, le dessus du canon qui reculait. C'est ce qu'on appelle l'avoir un frein hydropneumatique. Voilà. Donc ça permettait de tirer jusqu'à 20 coups minutes, en cas de besoin. Et ça dans ce qu'on appelle un mouchoir de poche, c'est-à-dire sur 10 mètres carrés par exemple. Et on peut dire que c'est le canon de 75 qui a gagné la bataille de 14. Alors, question tout à l'heure, si on retrouvait encore des corps de soldats aujourd'hui, on en a retrouvé, enfin c'est un copain qui en a retrouvé 10 dans un bois à quelques kilomètres d'ici, l'année dernière. 10. Que des squelettes. Ah, c'était que des squelettes, oui, bien sûr. Et quand vous regardez, si vous suivez un peu les informations, à Verdun, quand ils ont fait des travaux d'aménagement du mémorial, ils en ont retrouvé aussi plusieurs dizaines. Les Français, les Allemands et tout ça. Pourquoi on les a retrouvés que l'année dernière? Parce qu'il n'avait pas été fouillé avant. Le secteur n'a pas été fouillé avant. Il y a une quarantaine à Enéméil, plus de 40-50 à Lagarde. Bah, c'était surtout des Polonais. Donc il y a eu aussi beaucoup de tirs d'obus. Et en 1944, à la Libération, il y a eu aussi des combats entre les Américains et les Allemands. On regarde ici, on a 75 mm, 7 cm 5 exactement. Donc c'est un obus qui est grand comme ça à peu près. On va l'envoyer à une portée de 8 à 10 km. Et c'est un canon qui est assez moderne pour l'époque. On commence à avoir le modernisme de l'artillerie après 1885. Avant 1885, on travaille encore avec de la poudre noire et du canon lisse. Donc on a un canon qui est complètement lisse à l'intérieur. 1885, on invente un nouvel explosif qui est un explosif chimique qui est beaucoup plus stable. Encore une dame, hein, tous les hommes étaient partis à la guerre. Donc une dame et son enfant. Alors on peut imaginer ça comme ça. La dame quitte le village bombardé où il y a les combats avec son enfant pour aller dans une zone protégée. Et son enfant trouve une bille, comme ça, dans les champs. Alors, cette bille pouvait être un shrapnel. Ben, c'est une bille de plomb qu'il y a dans les obus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Donc c'est des billes de plomb qui avaient à peu près la taille du pouce. Vous en verrez au musée tout à l'heure. Ça explose? Non, non, ça explose pas. C'est des billes de plomb qui étaient projetées donc à une hauteur de 20-30 mètres sur tous les soldats qui étaient en dessous. Et ça fait mal, c'est très dur. Et ça fait mal. Une blessure de shrapnel, ça a arraché l'épaule, quoi. Ah oui. Ça c'est le corps. Hein. C'est une bille, hein. C'est une bille et puis elle tombe du ciel. Ça a été râpé, on fait votre âge. On voit bien que ça se Non, mais c'est des billes. Cette figurine représente la ferme des 4 vents. Qu'on vient de quitter, la ferme où a été tué le colonel Courteau de Ficet. Les trous d'obus qu'on voit dans les façades. Et d'autres dégradations qui commencent aussi. C'est quoi ça? Ah, c'est une poulie ça. Bah, cette figurine-là, ça représente les soldats qui montaient à l'assaut de la colline du Léaumont. Alors, on voit les trous de but. Pardon, ils ont dû monter tout ça. Alors ils ont monté tout ça avec le fusil, le barda. Fusil barda, c'est 35-40 kg dans le dos. Courir en grimpant la côte. Et vous aviez les soldats allemands qui leur tiraient dessus depuis là. Vous aviez les soldats allemands qui leur tiraient dessus depuis le haut. Sans compter les obus. Là, c'était les soldats français. Les soldats français montaient à l'assaut. Les soldats allemands étaient en haut de la colline et ils tiraient sur les soldats français qui montaient, bien sûr. Et quand c'était l'inverse, eh ben, c'était les soldats français qui tiraient sur les Allemands qui montaient. Le vomisseur. Attends, je leur fais une tempête. Ah oui, il y a des trous de bulles. Il y a l'attaque d'infanterie, donc à peu près l'attaque de la colline, donc avec quelques petits obstacles, hein, des quadrillettes. On a des petits trous d'obus et on a des fantassins encore en tenue d'à l'époque, donc tenue début de la guerre au niveau français avec la casquette qui partent au combat. Donc au début de la guerre, on n'a pas le casque Adrien, le fameux casque français, on ne l'a pas encore au 14, on y va avec la casquette. Par contre, ce qu'on va donner aux militaires pour se protéger, c'est ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle la cervelière. C'est pas moi là. Alors une cervelière, c'est tout simplement un quart de rond en acier qu'on va poser sur le dessus de la tête, on va le fermer par un lacet au niveau du cou et on va remettre la casquette par-dessus. Un peu comme un vélo. Voilà, un peu comme donc un c'est à casque. peu près ce que je pourrais appeler une kippa fixée par une... c'est Pour protéger le cerveau, pour protéger la tête. Cervelière. Donc, cervelière, Hein, quand au début, on se battait encore beaucoup au sabre. Et donc un coup de sabre, regarde, on donne sur la tête, comme ça, la pointe pouvait dévier le sabre. Elle est sur l'épaule. Allez, bon, ça allait sur l'épaule ou sur le restant du casque, il déviait le coup de sabre. Si, il ne le faisait pas comme ça, mais comme ça, ça lui tranchait la tête. Bah oui. Et j'ai vu que la chute en boutique, j'arrive là. Ici donc, vous avez vu le soldat allemand tout à l'heure. Vous avez le soldat français, avec son képi, la grande capote bleue. Bon, là, ils ont modération technique. Le pantalon est bleu aussi, mais normalement, le pantalon, au début de la guerre, est rouge. Vous avez pu voir le long du chemin des dizaines de croix, avec des tas de noms dessus. Tous ces corps, ces tombes-là étaient de l'autre côté de la haie, dans le pré en contrebas. Et si vous retournez près du bois là-bas, c'était surtout le 69e régiment d'infanterie, c'était surtout le 69e RI qui est monté à l'assaut depuis la forêt de Vitrimont, en bas là-bas, vers Frascati, les côtes de Frascati qu'on voit devant nous là-bas. Donc il y a eu énormément de morts dans la plaine ici, et surtout aussi à l'attaque de la butte. Là.
Oui. Il y a eu autant de moments, et ils étaient aussi grands que ça. Tu disais Oh. à leur niveau. Quand c'était à leur niveau, je sais pas, oui, à peu près. J'imagine que les Allemands, À peu près à l'échelle. Les Allemands étaient en haut de la côte, et puis avec des mitrailleuses, ils tiraient sur les Français. On vous expliquera des choses. Le poilu. Là, le poilu. Voilà. Quelques tout le monde, voilà. C'est un fantasme. Non. Fantassin. À l'époque, on n'appelle pas encore le poilu. À l'époque, on l'appelle le piou-piou. Ah, le choupi, ça. Le nom le plus stylé pour un Et poilu, ça n'a rien à voir avec la guerre de 14. Le poilu, initialement, le vrai poilu, c'est un grognard napoléonien qui était là pour faire la guerre et qui ne s'occupait pas de se laver, de se raser, d'entretenir sa tenue. Et donc c'était ça le poilu. Et on a appelé, les journalistes ont appelé les soldats français poilus, parce que quand ils sortaient de 8 mois de tranchée, ils étaient hirsutes, sales et compagnie. C'est comme l'histoire, les papas là, qui sont là ont fait leur service national. Donc quand ils sont rentrés quand ils sont arrivés au service militaire, on les a appelés des bleubites. Et pourquoi? Ils avaient des bides. Ça, on n'a pas été voir. Tout simplement, c'est qu'à l'époque, quand on a changé l'uniforme, on a touché l'uniforme bleu horizon. Donc on arrivait, tout frais moulu de l'arrière, le tout jeune, arrivait avec une belle tenue. Donc on l'appelait un bleu. Après, on montait dans les grades, on l'appelait le briscard ou le vieux briscard. Simplement, c'est qu'au bout de 6 mois de tranchée, on lui distribuait un V. Et le V s'appelait le briscard. Donc au bout de 2 V, donc d'avoir fait 1 an de tranchée, il passait briscard. Et quand il n'en avait plus de 3, il passait vieux briscard. Donc ça voulait dire que c'était un vieux de la tranchée. Et donc là, on est devant le soldat encore de 70, début de la guerre jusqu'à janvier et février 1915. Donc il a sa casquette. Il va partir en pantalon Garance. Donc le pantalon rouge, la veste bleue, la casquette rouge avec le dessus bleu et les décorations. Il a les petits godillots et la petite guêtre, une guêtre qui est haute de ça, qui soi-disant va le protéger d'en bas. Il a son fusil Lebel avec sa Rosalie et son sac à dos. Et donc il n'est pas visible dans les champs, on le voit très peu, quoi. Donc c'est du bleu, quoi. Pourtant, début de la guerre, on a déjà les tenues de Bleu Horizon dans les magasins. On a les magasins qui sont pleins de Bleu Horizon, puisque dès 1905, on commence à vouloir changer les tenues des Français. Moi je peux faire le musée. Seulement vous commencez quand même à étudier vraiment. Du coup, l'Autriche a demandé des comptes à la Serbie. Ils ont même déclaré la guerre à la Serbie, mais ils ne pensaient plus que la Serbie était alliée à la Russie. La Russie était alliée à la France était alliée à l'Angleterre. Et la France et l'Angleterre avaient promis à la Belgique de la défendre si les Allemands l'attaquaient. Donc vous voyez tout de suite que dès qu'il y a, ça fait un peu l'effet domino. Dès qu'il y a un pays qui attaque l'autre, tout le pays se rentre en guerre. Donc voici sur la nécropole de Piscatine-Mouton Noir. C'est un des nombreux cimetières qui émaillent la région. Vu les pertes énormes qu'on a eues ici, vous le savez, on vous en a déjà parlé tout au long du chemin. Je vais faire très vite. Ici, vous avez 4751 soldats qui sont enterrés. La plupart sont enterrés sous les 3 monuments que vous voyez là-bas. Vous voyez les monuments dans le milieu, là, ce sont des ossuaires. C'est-à-dire les ossuaires, c'est pour des gens qu'on n'a pas retrouvé entièrement le corps. On n'en a retrouvé que des morceaux. Donc on les met dans des ossuaires. Si un jour vous avez l'occasion de visiter Verdun, vous verrez, il y a l'ossuaire de Douaumont, où il y a énormément d'ossements et on les voit par des petites lucarnes quand on chemine le long du monument. Sous les ossuaires, vous en avez un peu moins de 2000 qui ont chacun leur croix avec le nom du soldat. Voilà. Vous pouvez remarquer tout de suite qu'on est à un des rares cimetières où il y a plusieurs religions dans le même cimetière. Vous avez des chrétiens, vous avez des musulmans, vous avez des israélites et vous avez même une religion africaine dont le nom ne me vient pas pour l'instant. Quand ça me reviendra, je vous le dirai. Mais c'est une religion qui a pratiquement disparu de nos jours. Voilà. Vous avez aussi ici 19 soldats de la Deuxième Guerre mondiale qui sont enterrés ici. Parce que tout à l'heure, on était sur le Léaumont. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que, comme c'est un endroit de bataille, en 1940, on a remis ça au Léaumont.
Et la bataille a duré une journée. On a eu 25 morts, 25 soldats français tués sur le Léaumont. Il y en a 19 qui sont ici. Tous les hommes qui sont là sont déjà 3751. C'est tous ceux qui n'ont pas été récupérés, les corps, récupérés par leur famille. Sinon, dans tous les villages de France, il y a un monument aux morts et il y a inscrit le nom des personnes qui ont été tuées pendant la guerre de 1914. Et là, c'est tous ceux qui sont morts ici sur ce terrain, entre le Léaumont, où on était ce matin, jusqu'à Lunéville, qui est juste à nos pieds. Et bien là, vous avez 3751 tombes et vous remarquerez aussi qu'il y a 3 gros blocs de ciment là, avec des noms marqués dessus. Ça s'appelle des ossuaires. Ah oui, c'est pour dire tous les noms. Des fois, j'arrive et puis il y a plein d'os. Et il y a même dans chaque ossuaire 300. Ils ne ménageaient pas leur entourage dans l'effort patriotique. Voilà. Là, vous avez autre chose, c'est Lunéville, 1er septembre 1915, un bombardement dans le secteur de la place du marché. Les avions allemands arrivent. Les avions allemands, ça s'appelle des taubes ou des Gotha. Ils ont bombardé le secteur du marché du Lunéville et ils ont fait de nombreux morts. Là, vous avez l'endroit emblématique, le Léaumont, vous voyez les soldats. Donc on vous explique, c'est le fameux soldat français avec son pantalon rouge qui fait qu'on ne voit que lui dans les moissons qui viennent d'être faites. Donc les champs sont jaunes, on ne voit que le soldat français, c'est pour ça qu'il y aura de nombreux morts. Il y a eu ici, entre Blamont et le proche Nancy, on va dire les voies de Champenoux, il y a eu 19 000 Français tués en 3 semaines. Rendez-vous compte, 19 000 Français tués en 3 semaines et 21 000 Allemands. Et à ça, vous pouvez rajouter les 20 000 victimes de la bataille de Morhange, et ça vous donne une idée à peu près, en 3 semaines, du nombre de morts. Voilà. Le site a été récompensé par des médailles. À l'époque, on donnait des médailles aux gens, on en donnait aussi à des endroits. Et le site a reçu la médaille militaire, c'est cette grosse croix en bois que vous voyez là. Vous avez forcément des cadres avec toutes sortes de souvenirs de la guerre de 14. Vous avez là surtout le colonel Courtauld de Cissé. Quand vous avez descendu le chemin, vous avez vu le canon de 75. Vous avez vu la ferme des 80. C'est là que le colonel Courtauld de Cissé a été gravement blessé par un éclat d'obus. Il a été blessé devant la ferme, on l'a rentré dans la ferme, on l'a étendu sur une dent, et les morts là, qui proviennent du terrain, qu'on trouve encore aujourd'hui, puisque le fusillage, je l'ai amené il y a 3 jours, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas longtemps qu'il est là. Hein, puisque les paysans, des gens qui font des travaux forestiers, trouvent des choses et nous les apportent. Voilà. Donc j'ai eu ce fusillage il y a 3 jours, et tous ces objets, pour la plupart, viennent du secteur. D'un côté, là, vous avez des objets allemands, de l'autre côté, vous avez des objets français. Les obus. Vous êtes des enfants et des adultes qui ont mon âge, qui n'ont aucune connaissance non plus. Moi, je me tarde d'en avoir. Écoutez. Vous les touchez avec les yeux, jamais avec les mains. Vous les regardez. Et jamais vous ne manipulez ça quand vous en trouvez un au hasard d'une balade dans une forêt ou n'importe où, dans un champ labouré. Ce sont des objets qui étaient conçus pour tuer. Il ne faut pas l'oublier. Ils ne sont pas conçus pour orner la cheminée. Ils sont conçus pour tuer. Et aujourd'hui, ils tuent encore. Et donc, c'est pas parce que vous envoyez ici que ça doit vous mettre en confiance, dire bah, c'est bien, j'en voudrais bien un. Il ne faut pas ramasser ces objets-là, je vous le dis encore, touchez-les avec les yeux, pas plus. Et il faut le signaler après, quand on le trouve. Parce qu'un objet comme ça, il y en a certains, alors je ne vais pas vous décrire les objets parce qu'il y en a des centaines de types différents, mais il y en a certains, que de le manipuler, il peut exploser. Pour toutes sortes de raisons, je ne vais pas vous expliquer, c'est des raisons souvent chimiques, que les gens ne savent pas, et ça explose instantanément. Alors ça, on ne ramasse pas ça. Voilà. Donc la seule voie potable, c'était la route qui passait par Château-Salins, Ainville, Lunéville, Gerbévillers, tout ça. Donc 25 août au matin, les Allemands sont canardés, ils commencent à reculer. Castelnau s'aperçoit qu'il est prêt de gagner la bataille, donc il donne l'ordre, c'est un ordre qui est resté célèbre, en avant, partout, à fond.
C'est simple, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous les régiments qui étaient alignés de la deuxième armée, ils ont tous attaqué en même temps, sur le flanc de l'armée allemande. Et les Allemands, pour ne pas se faire couper leur route d'accès, ils ont commencé à reculer, arrivés à Gervais-Villers, ils ont fait volte-face, et ils ont attaqué vers Nancy. On retourne. On n'a pas pris comment à la maslotte, mais pour les obus, que ce soit déclaré par le Kaiser, donc il y avait les anniversaires, les groupes, la tradition en France, Fin juin, arrivée des premières troupes américaines, ils sont entraînés dans la région de Toul, et fin octobre, ils sont montés au front, donc dans la région que je vous ai montré tout à l'heure, Battlémont, où ils ont tiré le premier coup de canon, et un peu plus loin, où ils ont eu leur premier mort. C'est notre place? 26 minutes. Il y a un cimetière, Frascati. Eugène était lorrain, natif de Crève-les-Champs. Il était gentil. Par contre, il va avoir, dans son sac à dos, obligatoirement, il va avoir une petite bobine avec 5 couleurs de fil dessus. S'il dévisse le manche, il a les aiguilles qui vont lui permettre de recoudre son uniforme, de l'entretenir. Il va partir avec un martinet. Bon, le martinet, c'est pas fait pour lui taper dessus quand il est puni ou compagnie. Non, c'est tout simplement, c'est que tous les uniformes se nettoient à sec. Et donc pour nettoyer l'uniforme, il suffit de se taper dessus avec le martinet pour enlever la poussière et la saleté, ou alors de taper le collègue tout doucement, et on arrive à nettoyer l'uniforme sans aucun problème. Couette de cirage, on a le poinçon pour réparer les chaussures ou les cuirs. Donc les cuirs, c'est des ceintures, les brelages, les cartouchières. Il a son bidon, donc le bidon, on va le charger de vin. On va avoir droit à une distribution d'1 litre de vin tous les jours. Et on a la vache à eau, le seau en toile. C'est un seau qui replié fait une épaisseur de 3 cm et qui déplié vous permet d'avoir 2 litres d'eau sur la main. Et en hiver, il suffit de prendre les côtés, de les ouvrir et de les rabattre et ça vous fait un chapeau tranquille pour vous protéger les oreilles. C'est le bonnet de l'époque. On a le clairon, donc le clairon évidemment, on sonne le réveil, la popote, la montée des couleurs, la charge, le repli. Les ordres sont donnés au clairon puisqu'on n'a pas encore les radios portables, on n'a pas les téléphones portables. On a les cartouchières, des boîtes de rations, des ceinturons d'obus. Une démonstration d'un obus, là vous en avez un à 2,80, donc vous imaginez ce que vous prenez sur la tête quand vous avez ça qui vous éclate. À l'époque, on ne pouvait pas réparer, donc on coupait le membre et on remplaçait par un moignon en bois. Un moignon, c'est une jambe de bois, comme le capitaine Crochet dans Paterport. Et il y a une expression qui vient de la Première Guerre mondiale. Quand on dit qu'on va aller se faire opérer, on passe sur le billard. Et pourquoi on dit qu'on passe sur le billard? Parce qu'on se fait toujours renverser. Tout simplement, c'est qu'on a un régiment qui s'installe dans le nord de la France. Et puis il y a le PC qui prend la mairie, les différents organismes prennent les meilleures maisons, et il ne reste plus qu'une seule, attention à la vitrine, il ne reste plus, pour le chirurgien et son antenne médicale, le bistrot du coin. Bon, il s'installe et il voit qu'il y a une table de billard. Au lieu de sortir la table en dotation, la table d'opération qu'il a, il va opérer sur le billard. Et il s'aperçoit qu'il a beaucoup plus de place et que le blessé est beaucoup mieux étendu sur le billard que sur sa table de dotation. Et quand il va quitter le bistrot, il va embarquer la table de billard avec et il va se déplacer pendant tout le restant de la guerre avec cette fameuse table de billard. Et ce qui fait que dans les tranchées où le chirurgien va s'installer, on va dire on va passer sur le billard. Et donc l'expression est restée dans le langage. Donc, chaussures, la clou, beau pantalon rouge, une capote bleue qui tenait bien chaud en été, c'est de la laine. Quand il pleuvait, une petite couverture, il y avait une demi-toile de tente, il fallait trouver le copain pour
avant la deuxième partie-guerre, les soldats ils ne s'embarrassaient pas avec leur toile de tente. Hein. C'était bien souvent, ils dormaient à la belle étoile. Dans des granges quand ils pouvaient, sur de la paille, quand ils pouvaient aussi. Regardez ça. Ah, c'est quand on a la jambe coupée, mais... C'est le monsieur qui est derrière en photo. Il a eu la jambe coupée à la bataille de Morhange. Il avait 27 ans. Et il est mort en 1973. Et toute sa vie, il a porté cette prothèse qui est là. Toute sa vie, il a porté ça pendant des années et des années. C'est ça la guerre. Voilà, c'est ça la guerre. J'espère qu'il y a des chaises. Voilà. Alexis, Alors, quand on mettait l'obus dans le canon, et tu imagines que le canon il est au moins aussi large que ça, on réglait ça en tournant, et ça venait dire au sol, jusqu'à 14 km plus loin, que... là c'est un minuteur quoi. Ah, c'est un minuteur. Je vous ai dit que c'est là où on avait retrouvé des choses qui étaient dans le sol. Bien, aujourd'hui, il y a encore des choses dans le sol, et celle-là, c'est celle qu'on a récupérée tout près, là, dans le sentier. Voilà, ça, c'est des fusils qui ont 100 ans, ils étaient dans le sol. Et puis, il n'y a pas que des fusils. On a retrouvé un morceau de casque, on a retrouvé une chaussure, on a retrouvé des éclats d'obus, vous voyez, des petits obus qui ont éclaté. Ça, non, ça, oui, ça c'est une couronne mortuaire. Ça, c'est une histoire un peu particulière. Quand les familles venaient ici sur la tombe d'un soldat qui avait été tué, et avant qu'ils les ramènent chez eux, ils mettaient des grosses couronnes. À l'époque, c'était des couronnes en métal, et avec des petites perles qui étaient enfilées sur des fils. Et au milieu, il y avait un cœur, comme celui-là, émaillé, sur lequel on écrivait le nom du soldat. Donc c'était le seul élément qui n'était pas préparé d'avance. Par contre, moi, ce que je veux que vous voyez absolument, vous avez vu sur le gros obus noir, il y a ça, une fusée. Sur les obus français, il y a une autre fusée, vous voyez, pas tout à fait la même forme. Là, on dirait un champignon, hein, et celui-ci, on dirait une sorte de petite pagode, vous allez les voir. Que vous sachiez bien qu'on n'y touche pas. C'est extrêmement dangereux. Vous dites, oh bah il est cassé, bon... Vous l'avez fait. Eh ben non, là c'est les artificiers qui l'ont fait, c'est pas nous. Il y a des gens qui sont spécialisés, sont des militaires. Alors comment ça se passe et comment ça doit se passer pour vous? Vous voyez quelque chose qui ressemble à ça. Même si ça ne ressemble pas trop, vous n'y touchez pas. Vous voyez un morceau comme ça, ouh là là, ça c'est un morceau d'obus, je n'y touche pas. Parce que dans ce morceau-là, il y a ce qu'on appelle le détonateur. C'est une petite mèche de poudre très très dure, on l'a collée ensemble, la poudre, et là, lorsque tu prends ce morceau-là dans la main, la chaleur de ta main va faire exploser la poudre. La chaleur de la main suffit. Que ça soit une fusée allemande, une fusée française, tu la prends dans ta main, il ne se passe rien. Tu marches, tu discutes avec les copines, et tout d'un coup, ça explose, et tu n'as plus de main. Ah, tu es toujours vivant, mais tu n'as plus de main. Et comme les garçons, nous, on a des poches et on met plein de choses dans les poches, vous en mettez moins, beaucoup moins. Là, si on la met dans la poche, tu le mets dans la poche, et ben, tu as un trou dans la cuisse 3-4 minutes après. Alors, on n'y touche pas. Vous avez compris, hein? Non, mais on blague pas du tout. Là, on est Dans toutes les rues de France, vous trouvez toujours une rue du maréchal Lyautey. Et le maréchal Lyautey, c'était quelqu'un qui était un grand militaire français et qui est devenu le gouverneur général du Maroc avant la guerre de 14. Je connais quelqu'un qui va... Il a gouverné le Maroc parce que le Maroc à l'époque c'était français. Et quand ce monsieur-là est mort dans les années 30, je crois, il est mort, le maréchal Lyautey. Il a été déjà enterré dans son village à Torre-Lyautey et son vœu c'était d'être enterré à Rabat au Maroc. On lui a construit un énorme mausolée là-bas. Il a été mis dedans. Et en 1960, le général de Gaulle, ça vous dit quelque chose, ça, le général de Gaulle? Bon, le général de Gaulle a décidé que le maréchal Lyautey allait être rapatrié en France. Donc il a été rapatrié en France, aux Invalides.
Et du coup, le mausolée qui restait à Rabat ne servait plus à rien. Et puis entre-temps, depuis 1954, le Maroc avait eu son indépendance. Donc les Marocains ne souhaitaient pas vraiment garder le mausolée. Donc on l'a démonté. Il y en a des morceaux qui ont été éparpillés un peu en France. Et il y en a un morceau ici, c'est une arcade du mausolée du maréchal Lyautey qui était au Maroc. N'ayez pas peur, on ne va pas vous manger. Donc ici nous sommes dans la chapelle de guerre du site de la ferme Mouton Noir Friscati. Cette chapelle a été voulue par mademoiselle Vibrotte, une institutrice qui en 1914 est venue habiter ici, chassée par la guerre de Blamont et qui s'est émue de tous les soldats morts qui traînaient partout. Donc elle a commencé à faire le cimetière, elle a aussi voulu une chapelle de guerre, il y a eu des messes de dite ici autrefois. Cette chapelle est tombée 2 fois en ruine au cours du XXe siècle, elle a été refaite entièrement en 2002, et les peintures, les fresques que vous voyez murales ont été refaites comme celles d'origine. Sauf celle-ci qui date bien de l'époque-là, qui date entre 1915 et 1927. On ne sait pas la date exacte, puisqu'ici ça a été inauguré en 1927, c'est la référence. Voilà. Là, vous avez le général de Castelnau, parce qu'à cette époque-là, les généraux français avaient un certain, encore aujourd'hui je l'espère, mais surtout à l'époque-là, avaient un certain sens de l'honneur. Il y avait 3 fils à la Ligue de 14. Et le premier fils qui est mort à la bataille de Morhange, le 20 août 1914. Et là, on le voit qui se recueille sur la tombe de son fils. Voilà. Et là, vous avez autre chose. Vous avez le bombardement de la ville de Lunéville le 1er septembre 1915. On va bientôt faire une cérémonie au mois de septembre. Il y avait le marché dans la ville de Lunéville. Il est passé des avions allemands qui ont lancé des bombes sur le marché. Il y avait plein de civils français de tués. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire ici. Vous avez 2 grosses médailles là-bas qui sont affichées sur le mur, des grosses médailles en bois, parce que le site a reçu les récompenses de la médaille militaire et de la croix de guerre. Voilà la nationale de l'époque. Il y avait beaucoup d'anciens, presque 100% d'anciens qui étaient dans ce régiment. Voilà. Là, vous voyez vraiment bien la position stratégique de la colline, comme celle du Léaumont précédemment. Le petit monument que vous avez sur votre gauche, c'est un dépôt de la terre de Verdun. Ici, on est aussi symbole de 14, la terre de Verdun. Et là-bas, en face de vous, derrière vous, vous avez le mausolée du maréchal Lyautey. Le maréchal Lyautey avait sa famille qui habitait Crévic, un petit village à côté. Pour vous dire, maréchal, c'est 7 étoiles, mais ça n'est pas un grade. On a 2 distinctions dans l'armée française, c'est première classe et maréchal. Hop, maintenant vous allez aller le droit d'avoir le casse-croûte. On va terminer sur un hommage que l'on peut rendre à tous ces hommes qui sont couchés là dans la terre. Et comme vous l'avez en main, il y a le drapeau français. Vous savez que ce drapeau français, il est là près de vous. Il est au-dessus de toutes les tombes des 3751 qui sont couchés dans le sol là. Eh bien, on va interpréter notre chant national, la Marseillaise. Allez, hop. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Attendez-vous dans les campagnes, ces féroces soldats. Il viennent jusqu'en nos bras, et nos pieds
Monique de ta sortie? Ça t'a plu? C'était trop bien. Très très Qu'est-ce intéressant. que tu as vu? Qu'est-ce qui était intéressant? Vas-y, parle. Les arbres. 24. 26. Bon ben, vous pouvez dire merci.